Bonjour et bienvenue à toutes et à tous à l'événement intitulé Urbanisme favorable à la santé, réduire l'exposition des populations à la pollution atmosphérique, des solutions de l'échelle de la collectivité au bâti. Ce webinaire est co-organisé par l'ADRIEAT, service de l'État sous l'autorité du préfet de région d'Île-de-France qui met en œuvre les politiques en matière d'environnement, d'aménagement et de transport. Organisé également par Airparif, association agréée de surveillance de la qualité de l'air en Île-de-France, ainsi que Ecopolis. Avant de démarrer, je me présente, Anastasia Wolf, chef adjointe du service connaissance et développement durable à la DRIEAT. Donc, nous allons aujourd'hui aborder les enjeux relatifs à la qualité de l'air en lien avec l'urbanisme, en nous focalisant sur comment réduire l'exposition des populations, quelles solutions opérationnelles. Donc l'idée, c'est vraiment de vous proposer un webinaire tourné vers les solutions, sachant que la lutte contre la pollution atmosphérique passe bien sûr en priorité par la réduction des émissions de pollution à la source, mais que voilà, dans un contexte où la pollution atmosphérique perdure, il est important également de travailler sur ce volet lié à l'exposition. Nous nous focaliserons principalement sur le territoire francilien, mais nous aurons également des témoignages d'autres régions. Et nous avons bien noté que côté inscrits, nous avons des inscriptions dans toute la France. Donc, pour vous donner un peu la ligne de ce webinaire, nous allons commencer par un panorama des enjeux environnementaux et sanitaires en Île-de-France. Et puis ensuite, nous nous focaliserons sur les leviers à l'échelle des territoires. Puis nous changerons d'échelle et nous nous intéresserons aux leviers à l'échelle du projet d'aménagement. Je remercie très chaleureusement toutes les personnes qui ont accepté d'intervenir ce matin. Nous avons un très beau panel d'intervenants. Merci à toutes et à tous. Et sans plus tarder, je passe la parole à Madame Anne Kaufmann, directrice d'études et de la prospective chez Airparif, ainsi qu'au professeur Bruno Housset, pneumologue et conseiller médical du directeur général de l'ARS Île-de-France. Madame Kaufmann, je vous laisse commencer. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je vais vous donner quelques informations sur l'état de la qualité de l'air en Île-de-France, mais avant de commencer, quelques mots sur la pollution atmosphérique. La pollution atmosphérique, c'est un mélange de beaucoup de polluants très variés. On a des polluants primaires. Les polluants primaires, c'est ceux qui sont directement émis par les sources de pollution. Ça peut être à l'échappement des véhicules, ça peut être à l'émission des cheminées d'usines ou des émissions plus diffuses. On a aussi dans l'atmosphère des polluants qu'on dit secondaires, c'est-à-dire qui sont issus de transformations chimiques dans l'atmosphère. C'est par exemple le cas de l'ozone, qui est un polluant qu'on a en période estivale. L'ensemble de ces polluants sont émis par un petit peu toutes les sources humaines de polluants atmosphériques. Il y a même aussi quelques sources naturelles. Et parmi l'ensemble de ces polluants, je ne vais pas vous parler de tous les polluants aujourd'hui, d'ailleurs je ne les ai pas détaillés, mais certains sont réglementés dans l'air ambiant et certains sont particulièrement problématiques en Île-de-France. Donc je vais vous parler de deux polluants réglementés problématiques. Tout d'abord le dioxyde d'azote, dont la situation est toujours insatisfaisante, même si il est important d'avoir en tête que la pollution atmosphérique s'améliore en Île-de-France, même si les niveaux restent élevés. Je vous présente ici les résultats de 2019. Je vous toucherai un mot de 2020, qui était une situation très particulière. Donc, pour les tendances, il vaut mieux rester sur la situation de 2019. Donc, la principale source du dioxyde d'azote, c'est la combustion avec majoritairement le trafic routier. Et on voit bien sur les cartes qu'on a des niveaux d'autant plus élevés qu'on est au cœur de l'agglomération et à proximité immédiate des grands axes routiers, où on a des niveaux qui peuvent aller jusqu'à 2 fois au-dessus de la valeur limite réglementaire. Et on a de l'ordre de 500 000 franciliens qui restent exposés à un dépassement en 2019. Mais je vous le disais avant, on a une vraie baisse puisqu'on a de 25 à 30% de réduction des concentrations sur les 10 dernières années. Un mot sur ce qui s'est passé l'année dernière.
on a continué à avoir une baisse tendancielle qui a été largement accentuée par les restrictions d'activité liées à la pandémie, notamment la baisse drastique de trafic, avec des impacts différents suivant les zones. En grande couronne, on n'a que quelques pourcents de baisse avec très peu d'impact lié aux restrictions d'activité. En petite couronne, on a 20% de baisse par rapport à l'année d'avant, ce qui est très important, dont la moitié peut être attribuée aux restrictions d'activité liées à la pandémie. Et sur Paris, c'est encore plus important avec une baisse de 30%, dont les 2/3 sont attribuables aux restrictions d'activité liées à la pandémie. Avant de vous montrer les résultats sur les particules, les poussières, je voulais juste m'arrêter quelques instants sur ce qu'on appelle les PM10 et les PM2,5, qui sont les polluants réglementés dans l'air ambiant. Donc, ce sont les particules inférieures à 10 microns. Donc, mes particules, vous voyez, là, j'ai représenté un cheveu. Et les particules PM10, c'est les billes bleues. Donc, on voit qu'elles sont plus petites qu'un cheveu. Et les PM2,5, qui font moins de 2,5 microns, qui font partie aussi des PM10, sont encore plus petites. Et là, à titre d'exemple, vous voyez du sable fin qui est avec une taille supérieure à 90 microns. Donc, on est plus gros que nos particules ou qu'un cheveu. Et donc, ces particules sont réglementées parce qu'elles pénètrent plus ou moins profondément dans l'appareil respiratoire. Donc là, les niveaux sont aussi en 2019 toujours au-dessus des valeurs réglementaires, mais on a moins de personnes exposées avec des dépassements moins importants que pour le dioxyde d'azote, mais on a 3/4 des personnes qui restent exposées à un air qui ne respecte pas la recommandation de l'Organisation mondiale de la santé. Donc, on a encore du travail pour pour avoir un air sain. Pareil sur les PM2,5, les valeurs limites réglementaires sont respectées, mais on a 100% de la population francilienne qui est exposée à un dépassement de la recommandation journalière de l'Organisation mondiale de la santé. Toujours des améliorations, je ne l'ai pas recité, c'est pareil que pour le dioxyde d'azote. Et puis, je voulais vous toucher un mot aussi sur les particules ultra fines qui ne sont pas réglementées dans l'air ambiant, qui ont un diamètre inférieur à 100 nanomètres, mais qui sont importantes à suivre puisqu'elles ont des impacts très importants sur la santé. Donc, on a ces particules ultra fines, elles ont une faible contribution à la masse, donc on les mesure assez peu dans les PM10 ou les PM2,5, mais elles ont une contribution majeure en nombre et elles pénètrent profondément dans l'organisme. Et on a pu voir que 90% des particules qui font moins de 1 micron sont des particules ultra fines. Et je vous ai juste présenté une représentation de ces particules ultra fines en fonction de leur taille, avec un nombre d'autant plus important qu'on a des tailles faibles et un nombre qui diminue avec l'augmentation de la taille. Et on peut avoir en ordre de grandeur, c'est difficile encore d'avoir des ordres de grandeur en particules ultra fines puisque les mesures n'existent pas depuis très très longtemps. On a d'ordre de 7 à 8 000 particules par centimètre cube avec certains pics en zone urbaine qui peuvent monter jusqu'à 20 000 particules par centimètre cube. Et puis pour agir, on a les émissions, on peut réduire les émissions à la source, qui n'est pas l'objet des présentations d'aujourd'hui, ou limiter l'exposition des populations. Et pour limiter l'exposition des populations, une des solutions, c'est de les éloigner des sources. Et pour permettre cette réflexion-là, on a produit des cartes qu'on appelle multipolluants ou cartes stratégiques de l'air, un petit peu dans la même logique que les cartes stratégiques du bruit, pour mieux comprendre, pour mieux intégrer cette qualité de l'air et ces difficultés de pollution, par exemple dans les documents d'urbanisme. On a pris en compte les 3 polluants que je vous ai présentés juste avant et on voit qu'on a des zones, alors le vert est trompeur sur ma carte puisque là ce sont des endroits où on ne respecte pas les valeurs de l'OMS, mais où les valeurs limites sont réglementées. Et puis on voit les différentes zones en fonction de l'ampleur des dépassements. Je vous remercie. Merci Madame Kaufmann pour cette présentation de la situation de la qualité de l'air en Île-de-France. Monsieur
Monsieur Housset, je vous propose du coup de prendre la suite pour nous présenter les enjeux sanitaires associés. Merci beaucoup de m'avoir invité à cet événement et donc je vais participer en vous parlant des impacts sanitaires de la qualité de l'air. En deux mots, la pollution tue et rend malade. Ici, vous avez, pour illustrer le fait que la pollution tue, vous avez ici la comparaison entre plusieurs métropoles dans le monde. Vous avez en abscisse les populations, la densité de population par ville, et puis en ordonnée les décès liés à la pollution, liés au transport, dû au transport, et donc liés à PM2,5 et ozone dans le cadre du transport. Et vous voyez que Paris est au bout de la flèche. Paris est 27e en termes de population et 17e en termes de morts liées à la pollution due au transport. Et donc là, on a des améliorations à avoir. Vous avez vu que c'était environ un peu plus de 1000 morts par an. C'est à peu près 30% de la mortalité liée à la pollution en général, la mortalité liée à la pollution due au transport. Et donc, vous voyez que ça doit être 3000 à l'intérieur du périphérique. Mais si on regarde ce qui se passe dans la petite couronne, on a à peu près, selon les chiffres de Santé publique France qui ont été actualisés récemment, 4230 décès évités pour la petite couronne si on respecte les normes OMS pour le PM2,5, ce qui fait un total qui est un peu supérieur à 7000 décès. Et puis en dessous, vous avez les chiffres qui sont rapportés dans un travail publié très récemment, en mars dernier, et qui fait une estimation des décès liés à la pollution sur la métropole pour le NO2 et pour les PM2,5. Et si vous faites la somme, on est de l'ordre de 6000 décès. Donc les chiffres avancés qu'on va retrouver dans la presse de 6 à 7000 décès sont vraisemblables, compte tenu de différentes sources publiées. Un exemple, c'est un travail qui a été publié en 2015 et qui s'est intéressé aux effets du NO2 sur la mortalité. Et ce qui est intéressant ici, c'est que sur la région parisienne, vous avez par bloc de recensement l'exposition moyenne au NO2 sur plusieurs années. Vous voyez, entre 2002 et 2009, ça date un peu. Hein, ce ne sont pas les cartes que vous a montrées à l'instant Anne Kaufman. C'est un peu plus ancien. On y retrouve le périphérique, enfin les grands axes routiers dans la capitale. Ils se sont intéressés également au niveau socio-économique en 3 catégories. Catégorie 1, ce sont les plus favorisés, catégorie 3, les moins favorisés. Et donc, vous voyez la répartition. Et pour ce qui est des sujets les plus démunis, vous voyez qu'ils sont surtout localisés en périphérie et ça se superpose un peu à valeurs élevées d'exposition au NO2. Dans ce travail, les auteurs ont regardé en fait l'excès de mortalité lié à l'exposition au NO2 dans les jours précédant le décès, dans les 5 jours précédant le décès. Et donc, vous avez ici une classification en fait en fait, là, on s'intéresse à l'excès de risque de mortalité avec 3 parties. Complètement à gauche, vous avez les effets d'une exposition à long terme au NO2, ici en exposition moyenne, et à droite, l'exposition élevée. Ce sont des tertiles. Chaque partie représente un tiers de la population. Et à l'intérieur de ces tertiles, on a regardé l'excès de mortalité selon que les sujets étaient démunis, highest deprived, ou bien moins démunis, c'est-à-dire qu'ils ont regroupé les 2 premières catégories socio-professionnelles dont je vous parlais. Vous pouvez voir complètement à droite que ici on a un effet significatif de l'exposition à court terme au NO2, une augmentation de 10 microgrammes par mètre cube dans les 5 jours précédant le décès, donc un effet significatif sur la mortalité. C'est les sujets les plus démunis et exposés à long terme au NO2. Donc, dans les facteurs de risque de décès liés à la pollution, il y a le niveau socio-économique. C'était un élément important à préciser. De quoi meurt-on? Eh bien, vous avez ici une diapositive qui est tirée de l'OMS, une publication de l'OMS, où on a les facteurs attribuables. Donc, si vous regardez par exemple à gauche les décès par cancer du poumon, 29% sont attribuables à la pollution. Si on s'intéresse aux décès par accident vasculaire cérébral ou par maladie cardiaque, un quart de ces décès sont liés à la pollution.
Juste un mot pour dire que pour expliquer les effets délétères de la pollution sur le système cardiovasculaire, il faut s'intéresser surtout aux particules ultra fines dont on a parlé précédemment. Ce sont des particules qui pénètrent dans l'organisme et peuvent exercer leur effet toxique, en particulier vasculaire. Vous voyez qu'il y a aussi 43% des décès liés aux maladies respiratoires qui sont liés à la pollution. Par exemple, les asthmes sévères, mais aussi les insuffisances respiratoires et les infections pulmonaires. C'est un point important qui a été mis en exergue récemment avec le Covid-19. Ça peut donc tuer, mais pas forcément. Et vous pouvez être malade du fait de la pollution, et la pollution peut rendre malade. Alors, en haut et à gauche, vous retrouvez les effets sur la respiration, avec les maladies respiratoires, les cancers du poumon, les infections respiratoires. Et puis, en haut et à droite, vous avez les effets cardiovasculaires, dont j'ai évoqué l'infarctus du myocarde, les arythmies, l'insuffisance cardiaque, mais aussi les accidents vasculaires cérébraux. Et j'aimerais insister sur les maladies neurodégénératives. Il y a des publications qui montrent, au Canada, en Angleterre, qui montrent un lien entre la pollution et les maladies neurodégénératives, notamment la maladie d'Alzheimer. Donc, il y a un lien entre les deux. Si on retourne du côté gauche de cette diapositive, vous avez ici le diabète. C'est quelque chose qui est peu connu, mais qui a été démontré. C'est l'association entre pollution et diabète. En dessous, vous avez la pression artérielle, on retombe sur le cardiovasculaire, et puis le risque accru de thrombose, et notamment de phlébite. Et enfin, sur la droite, les effets sur le fœtus avec la prématurité avec des petits points de naissance, avec des effets également sur la fertilité. Donc, vous voyez qu'on découvre, et d'ailleurs on a de plus en plus d'études épidémiologiques avec d'énormes masses de population qui sont étudiées et qui démontrent un lien entre certaines pathologies et la pollution. J'ai pris un exemple sur les effets de la pollution sur la maladie, un exemple à court terme dans l'asthme, et donc c'est un travail qui a été réalisé par les urgences pédiatriques de la PHP, où ils ont regardé en fonction de la pollution par les PM2,5, donc les particules de moins de 2,5 microns de diamètre, les consultations aux urgences pour exacerbation d'asthme. Et vous avez le schéma de gauche qui parle de lui-même. Vous avez en ordonnée, en abscisse, les concentrations en PM2,5 et en ordonnée les consultations aux urgences exprimées en pourcentage de l'effet maximal. Mais on voit bien qu'il y a un lien très fort entre les concentrations de PM2,5 et les consultations aux urgences pour exacerbation d'asthme. Bien sûr, ce n'est pas le seul facteur, mais des études statistiques poussées permettent d'identifier la pollution par les PM2,5 comme un facteur important d'exacerbation d'asthme. Donc un vrai problème sanitaire en termes de mortalité et de morbidité. Et donc l'ARS a des effets, enfin a des actions sur les expositions à court terme, notamment en diffusant des recommandations sanitaires pour les personnes vulnérables ou sensibles. J'insiste sur ces populations particulières. J'ai évoqué déjà l'enfant et le fœtus, qui sont des sujets particulièrement sensibles à la pollution, vulnérables à la pollution. Les sujets qui souffrent d'une maladie respiratoire chronique, d'asthme ou de BPCO, bronchopneumopathie chronique obstructive. C'est une maladie essentiellement liée au tabac et qui aboutit à l'insuffisance respiratoire. Et puis enfin, les sujets âgés qui sont aussi particulièrement vulnérables aux effets de la pollution, car il existe déjà un effet, un aspect inflammatoire, un état inflammatoire des poumons. Et si en plus on y rajoute la pollution, ça va aggraver les lésions. Sensibles, ce sont éventuellement les sujets diabétiques, les sujets aussi insuffisants cardiaques, qui sont aussi des sujets vulnérables, et puis les sujets qui sont immunodéprimés. Donc, l'ARS donne aussi des informations aux établissements de soins en cas de pic de pollution et sur la façon de se comporter en termes de traitement vis-à-vis des sujets hospitalisés. Sur le plus long terme, il y a des avis, une contribution de l'ARS aux avis sanitaires sur les projets d'urbanisme. L'ARS soutient les actions de prévention et de sensibilisation. Elle participe activement, par exemple, à la journée de qualité de l'air. Et enfin, elle accompagne les collectivités dans le cadre d'AMI, d'appel à manifestation d'intérêt, santé, environnement, aménagement durable, coporté avec l'ADEME, et on va en reparler dans l'exposé suivant.
notamment pour le plan climat air-énergie territorial. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour ces deux présentations qui mettent en avant des enjeux très forts en Île-de-France en lien avec la pollution atmosphérique. Nous avons dans le chat quelques questions, donc nous avons le temps de les prendre. Donc une première pour vous, Madame Kaufmann, en lien avec l'accès à l'information concernant la pollution atmosphérique. Là, vous nous avez présenté les données disponibles en Île-de-France. Est-ce que des données similaires sont disponibles pour d'autres régions? Donc, c'est en lien avec le rôle des ASCA. Alors oui, tout à fait. Les informations que j'ai présentées, plus les informations, je vais dire temps réel, sont disponibles sur notre site internet. Et de la même façon, les informations sont disponibles sur les sites de tous nos collègues. Il y a une association agréée de surveillance de la qualité de l'air par région qui s'appelle souvent Atmo quelque chose, Atmo Grand Est, Atmo Auvergne-Rhône-Alpes par exemple. Donc oui, tout à fait, ces informations sont librement disponibles. Et puis nous avons deux questions pour le professeur Housset. Une première concerne les masques sanitaires et leur efficacité concernant les particules, comme barrière aux particules, en particulier les PM10. Sont-ils efficaces? Et une autre question pour vous, mais qui pourrait, je pense, être élaborée très largement, mais est-ce que vous pouvez peut-être apporter quelques éléments d'éclairage? Comment peut-on imputer en fait la mort d'une personne à la pollution atmosphérique? La première question sur les masques, ça protège en partie contre les particules, mais bien sûr les particules les plus fines vont pouvoir éventuellement passer à travers le masque. Quand on parle des particules ultra fines de moins de 100 nanomètres, c'est sûr qu'il y a une bonne partie qui passe à travers le masque. Et l'autre élément, c'est que les gaz, le NO2, l'ozone, ne sont pas arrêtés par un masque. Donc la protection est très relative. L'autre élément, alors là je suis peut-être beaucoup bien placé que des épidémiologistes sur le sujet, mais pour calculer le nombre de décès liés à la pollution, c'est effectivement un exercice intéressant parce qu'il faut comparer à des régions qui sont moins polluées. On fait une estimation de la mortalité en comparant des endroits qui sont peu pollués, avec une faible pollution, à des endroits où il y a une forte pollution. Et donc, ça veut dire aussi qu'il y a des fourchettes. Et quand on vous dit à 48 000 morts par an en France, il y a une fourchette extrêmement large parce qu'il y a des estimations et des hypothèses épidémiologiques derrière. Je ne sais pas, peut-être que d'autres intervenants peuvent compléter cette réponse. Alors, nous avions également une question, mais alors là, peut-être plus pour Jean-Loup Caruana, référent qualité de l'air à la DRIEAT, qui était relatif au statut en fait des recommandations OMS. Quid de leur application? Quelles obligations? Quels risques pour les collectivités qui ne les respecteraient pas? Voilà, donc je pense que c'est plus comment on positionne voilà, dans le champ réglementaire les recommandations de l'OMS. Bonjour à tous. Alors, actuellement, les recommandations de l'OMS restent des recommandations en Europe, étant donné qu'on a par ailleurs une réglementation européenne qui est déclinée dans tous les États membres, qui fixe des valeurs limites qui sont, elles, réglementaires et qui doivent donc être respectées en tout point des territoires des États membres. Mais il se trouve que ces valeurs limites réglementaires sont, pour la plupart des polluants, supérieures aux recommandations de l'OMS. Donc actuellement, les recommandations de l'OMS ne sont pas des contraintes, mais ce sont plutôt des objectifs à atteindre pour assurer la santé d'une population. Par ailleurs, on a des informations relativement récentes qui tendent à montrer qu'au niveau de la réglementation européenne dont je vous parlais juste avant, on s'oriente vers justement ces niveaux de recommandation de l'OMS. Donc, il y a fort à parier que dans les prochaines années, à l'occasion de la révision de la directive Air, en tout cas pour les particules fines, on va rapprocher les valeurs limites réglementaires des recommandations OMS.
Donc, de plus en plus, on s'oriente vers ces recommandations qui sont, on comprend, celles qu'il faut avoir en objectif, puisque ce sont les seules qui nous garantissent des effets limités de la pollution de l'air sur la santé. Si je peux juste rajouter un petit mot, c'était de dire qu'il n'y a pas d'effet seuil. C'est-à-dire qu'on fixe des seuils, mais en fait, sur les effets sanitaires, malheureusement, il n'y a pas d'effet seuil. Merci pour ces précisions apportées. Voilà, on a commencé par le panorama des enjeux. Je vous propose à présent que l'on passe aux solutions qui peuvent être mises en œuvre en démarrant par l'échelle territoriale. Donc, parmi les outils de planification dont disposent les collectivités, nous allons voir comment les PCAET, les plans climat, air, énergie territoriaux et leur volet plan air renforcé, ainsi que les PLU, donc les plans locaux d'urbanisme, éventuellement intercommunaux, peuvent être des vecteurs pertinents pour réduire l'exposition des populations à la pollution atmosphérique. Pour cela, nous avons deux présentations de la DRIEAT, avec une prise de parole de Jean-Luc Caruana, référent régional qualité de l'air, ainsi que Marie Jouandet, chargée d'études bruit, climat, air, énergie et urbanisme. Je vous passe la parole. Merci Anastasia. Donc, je vais vous présenter un certain nombre d'éléments d'outils qu'on peut mettre en place pour lutter contre la pollution de l'air. Vous connaissez vraisemblablement le plan de protection de l'atmosphère d'Île-de-France, qui est l'outil principal de l'État dans la région pour faire diminuer les émissions de polluants en Île-de-France. Mais on a aussi d'autres outils réglementaires qui sont à la main cette fois des collectivités et en l'occurrence des EPCI. Donc ce sont les plans climat, air, énergie territoriaux que vous connaissez pour la plupart. Donc, il s'agit dans ces plans de faire un diagnostic sur trois sujets principaux, donc le climat, l'air et l'énergie. Alors, en ce qui nous concerne, c'est pour l'air, il s'agit de faire un diagnostic de qualité de l'air sur la zone, d'élaborer une stratégie pour diminuer les émissions et l'exposition des populations, et puis de mettre en place un certain nombre d'actions pour effectivement atteindre ces objectifs. Jusqu'à maintenant, jusqu'en fin 2019, on avait, à l'issue de la loi de transition énergétique, simplement un volet air dans les PCAET, sur lesquels il y avait finalement peu de contraintes, et on s'était rendu compte que finalement la qualité de l'air n'était pas beaucoup prise en compte dans les PCAET qui étaient beaucoup plus développés sur les parties climat et énergie. Donc le gouvernement et le législateur ont souhaité renforcer la prise en compte de la qualité de l'air dans ces documents. Et donc, on a eu, à l'occasion de la loi d'orientation des mobilités, un article qui impose de nouvelles contraintes pour les EPCI dans le cadre de ces PCAET. Donc, c'est l'article 85 qui dit en gros qu'il faut renforcer les volets air des PCAET, donc ça c'est l'objectif, et qui pour cela donne un moyen principal, qui a été appelé plan d'action de réduction des émissions de polluants atmosphériques. Donc comme c'est un peu long, je l'appellerai dans la suite plan d'action air. Et donc c'est un plan que doivent dorénavant intégrer tous les PCAET. Il se base principalement sur des actions de réduction des émissions, mais aussi sur des actions de réduction de l'exposition des populations. Donc, il doit fixer des objectifs biennaux de réduction des émissions à partir de 2022. Des objectifs qui doivent être ambitieux, qui doivent être au même niveau que ceux qui sont fixés au niveau national dans le prépa. Et puis, tout ça ayant pour but de respecter les normes de qualité de l'air dans la région en tout endroit, et ceci dans les délais les plus courts possibles, puisque c'est ce qui est demandé dans le cadre des contentieux européens notamment. Il se trouve qu'on dépasse ces valeurs limites depuis déjà de nombreuses années. Donc, il faut revenir sous les seuils dans des délais les plus courts possibles. Donc, ce plan, il doit être élaboré par la collectivité, par le PCI, après avoir consulté Airparif, on comprend bien, pour obtenir notamment un certain nombre d'éléments de diagnostic et des débuts de solutions.
Les échéances, elles s'étaient données dans la LOM, donc c'était au 1er janvier 2021 pour les EPCI dans la zone, ce qu'on appelle la zone sensible, c'est-à-dire la zone où il y a des dépassements des valeurs réglementaires. Et puis, avant le 1er janvier 2022, pour tous les autres EPCI, donc les EPCI qui sont en gros en périphérie de la région Île-de-France. Donc, il se trouve que les EPCI ont démarré un peu doucement sur ces questions-là. Donc, à l'heure actuelle, le délai du 1er janvier 2021 n'est pas respecté, mais on a d'ores et déjà un certain nombre d'EPCI qui se sont lancés dans la réalisation de ces plans R, notamment la métropole du Grand Paris et les EPT. Donc, toute la machine se met en place, mais il est vrai qu'on n'aura pas de plan R adopté avant la fin de l'année pour les premiers. Et tous les 2 ans, donc, ces plans doivent être révisés dès lors qu'on n'atteint pas les valeurs limites réglementaires. Donc, dans ces plans, on doit retrouver un certain nombre d'éléments. Donc, d'une part, une liste d'actions qui permet d'atteindre les objectifs, une étude qui porte sur la création d'une zone à faible émission. Donc là, il s'agit de réduire les véhicules les plus polluants dans une zone donnée. Vous connaissez la zone à faible émission sur Paris et à l'échelle de la métropole du Grand Paris dorénavant. Et puis, ce qui nous concerne un peu plus aujourd'hui, c'est le plan R doit comporter réglementairement des solutions qui permettent de diminuer l'exposition chronique des établissements recevant les publics les plus sensibles. Donc, c'est assez limité comme contrainte réglementaire, c'est-à-dire que là, on va s'intéresser à réduire l'exposition d'un certain nombre de bâtiments, donc des crèches, des hôpitaux, des EHPAD, mais on va considérer qu'on peut aller plus loin dans ce domaine-là. Donc, quand on regarde dans les PCAET qui sont d'ores et déjà approuvés dans les EPCI, on a fait un bilan en début d'année dernière et on se rend compte qu'on a pu recenser plus de 500 actions en faveur de la qualité de l'air. Mais quand on analyse un peu les actions, on se rend compte qu'il y a moins de 2% de ces actions qui visent explicitement la réduction de l'exposition des populations. Ça veut dire que le reste des actions, ce sont des actions qui finalement consistent à diminuer les émissions de polluants. Donc, très peu d'actions qui s'intéressent à réduire l'exposition des populations, alors que c'est un levier qui est intéressant également en termes de pollution de l'air. Donc, on a recensé un certain nombre d'actions, je vais passer très rapidement là-dessus. Donc, ça peut être par exemple d'identifier simplement, de modéliser les zones qui sont au-dessus des seuils réglementaires. Donc, ça, c'est des données qui peuvent être fournies en grande partie par Airparif, mais pour lesquelles on peut aussi aller un peu plus loin pour essayer de mieux les caractériser et de repérer justement dans ces zones s'il n'y a pas un certain nombre d'établissements qui reçoivent des publics sensibles. Donc, au-delà de ces éléments de diagnostic, on peut aussi, on verra après dans la présentation suivante, intégrer un certain nombre d'enjeux R dans les documents d'urbanisme et les opérations d'aménagement. Ça, c'est des éléments réglementaires qui existent déjà depuis de nombreuses années, mais qui sont finalement très peu pris en compte jusqu'à maintenant dans les documents d'urbanisme. Donc, il y a vraiment un travail à faire sur ce côté-là. Donc, un certain nombre de collectivités ont déjà fait un travail là-dessus. On peut en citer quelques-unes. Ce sont des EPT, par exemple, l'Est Ensemble et Pleine Commune, la ville de Paris également, et puis d'autres collectivités, par exemple la communauté d'agglomération Marne et Gondoire, qui fait un travail sur ces questions-là. Donc, à partir de ce constat qu'il y a finalement très peu de collectivités qui ont travaillé sur cette question, on a là, avec la réduction de l'exposition des populations, un levier très fort pour améliorer les choses. Donc, on peut faire de manière à peu près généralisée, sans mobiliser beaucoup d'argent ou de temps, un certain nombre de choses qui permettent d'améliorer les plans climat, air, énergie tels qu'ils sont actuellement. Donc, d'ores et déjà, il s'agit de compléter le diagnostic R qui a été fait au départ, justement par un recensement des zones qui sont surpolluées et faire une sorte de cartographie des établissements sensibles, aussi bien existants qu'en projet. Ça permet d'avoir des zones particulières sur lesquelles on va pouvoir agir rapidement. Ensuite, on peut créer une liste d'actions spécifiques à la réduction de l'exposition. Actuellement, on a des listes d'actions qui sont majoritairement liées à la réduction des émissions de polluants. Il s'agira dans le plan R
créer de séparer un peu les choses et d'avoir une véritable approche sur la réduction de l'exposition et donc d'avoir une véritable liste d'actions liées à ce type d'activité. Donc dans laquelle on peut retrouver, encore une fois, des aménagements de voiries, des créations de cheminements et piétons-vélos qui sont éloignés du trafic. On sait que l'éloignement du trafic permet de réduire l'exposition de manière assez facile. Par ailleurs, on essaiera de développer des règles en faveur de la réduction de l'exposition des populations dans les documents d'urbanisme. Ça va faire l'objet de la présentation juste après. Et puis, une chose importante qui est également sur laquelle la Commission européenne et le Conseil d'État, dans le cadre des contentieux liés à la pollution de l'air, ont mis l'accent sur cet aspect-là. Il faut essayer d'évaluer, de suivre de près les actions qui sont mises en place. Donc, ce sera l'occasion également de définir des indicateurs de suivi et de faire un bilan tous les 2 ans du plan R d'une manière générale et des actions spécifiques sur la réduction de l'exposition en particulier. Donc, pour aider les collectivités à mettre ça en place, nous, à la DRIVAT, on a élaboré un guide spécifique pour la réalisation des plans d'action R. Donc, ce guide est disponible à l'adresse qui est indiquée sur la diapositive, dans lequel on peut retrouver toutes les étapes nécessaires à la réalisation de ces plans. Je conseille à tous les EPCI de se le procurer et de mettre en place les éléments qui y sont décrits. Par ailleurs, on a des guides qui sont plus généraux sur les PCAET qui existent déjà depuis un certain nombre d'années, notamment avec l'aide de l'ADEME ou du CEREMA, et puis des guides plus spécifiques sur des retours d'expérience ou sur des façons de réduire l'exposition des populations, des guides plus précis qui sont disponibles sur les sites de l'ADEME, du CEREMA, et puis aussi dans les autres DREAL, puisque toutes les DREAL en Ile-de-France, ou la plupart en tout cas, ont également travaillé sur ces questions. On va avoir une intervention de Strasbourg, je crois. Donc, un certain nombre de DREAL ont fait des travaux très intéressants pour montrer comment on intègre la qualité de l'air dans les documents d'urbanisme, par exemple, ou alors, d'une manière plus générale, comment on agit pour réduire l'exposition des populations. Voilà, j'en ai fini, je crois. Je vous remercie. Merci Jean-Loup. Ce qu'on va faire, c'est on va vous mettre les liens directement dans le chat. Comme ça, les participants pourront cliquer directement dessus et accéder aux documents. Merci beaucoup Jean-Loup pour ce point sur les PCAET, les plans R renforcés. Et du coup, je passe la parole à présent à Marie Joindet, donc pour un focus sur la partie PLU. Merci. Donc à présent, je vais poursuivre par l'intégration de l'enjeu de la qualité de l'air dans les documents d'urbanisme, et plus particulièrement sur le PLUI, qui, à titre informatif, doit prendre en compte le PCAET, donc le document présenté précédemment par Jean-Loup. Donc le PLUI est un outil opérationnel qui a comme objectif d'assurer la préservation de la qualité de l'air, et ça en prenant en compte cet enjeu dans les différents documents qui le composent, que ce soit le rapport de présentation, donc qui est la phase de diagnostic du PLUI, et les différents documents que sont le plan d'aménagement et de développement durable, les orientations aménagement et programmation, et le règlement, qui sont plutôt des outils qui vont permettre d'agir en faveur de l'amélioration de la qualité de l'air. Au niveau du rapport de présentation, le premier objectif du rapport de présentation est d'effectuer un état des lieux de l'analyse en termes de qualité de l'air, donc à travers la cartographie des concentrations polluants, ici représentée à gauche la concentration moyenne annuelle en dioxyde d'azote, donc données fournies par Airparif, et qui permet d'identifier les zones de dépassement, donc ici en rouge, de dépassement des seuils réglementaires. Et en parallèle, le bilan des émissions par secteur permet d'identifier les secteurs émetteurs de polluants, donc, comme dit précédemment, qui sont essentiellement le transport et le résidentiel pour le dioxyde d'azote. En fait, le rapport de présentation se doit de faire ce bilan pour les différents polluants atmosphériques réglementaires. Le deuxième point du rapport de présentation, donc diapo suivante, et qui nous intéresse plus particulièrement ici, est d'effectuer un bilan sur l'exposition des populations.
Donc, à travers la mise en œuvre de la carte stratégique Air, qui a été présentée notamment par Airparif, qui constitue un outil qui n'est pas réglementaire, mais qui est pertinent vis-à-vis de l'urbanisme, puisqu'il permet d'effectuer la modélisation des dioxydes d'azote des particules fines, donc PM10 et PM2,5 sur 5 ans. Et la carte stratégique Air présente l'avantage d'une lecture simple pour tout type de public. Donc ici, j'ai remis la carte stratégique faite par la métropole de Strasbourg, peut-être qu'elle sera représentée ultérieurement. Et donc elle met en évidence en orange pâle les zones de dépassement vis-à-vis des seuils OMS, et en rouge les zones de dépassement vis-à-vis des seuils réglementaires. Donc ça permet d'identifier clairement et rapidement les zones en dépassement. Et donc un focus a été fait sur la zone représentée ici à droite, sur lesquelles on a été superposées les zones de bâti. Et donc ce qui permet de mettre vraiment en évidence les populations exposées à un dépassement des seuils. On peut aussi superposer une carte des établissements sensibles ou aussi quantifier les populations qui sont exposées à une mauvaise qualité de l'air. C'est un travail qui a été fait notamment par la métropole de Grenoble. Donc ce travail permet d'identifier les zones sensibles, donc les zones et secteurs à enjeu vis-à-vis de la qualité de l'air, et en couplant cette analyse à une analyse classique des PLU sur les déplacements, les consommations énergétiques et de la nature en ville, identifier les leviers. Puisque, comme dit précédemment, il y a deux axes pour agir vis-à-vis de l'enjeu de la qualité de l'air, soit réduire les émissions à la source, soit, ou en complément, limiter l'exposition des populations, ce que je vais détailler à présent. Puisqu'en fait, l'urbanisme va pouvoir venir au service de la réduction de l'exposition des populations en introduisant des orientations au sein du PADD, en les retranscrivant au sein des orientations aménagement et programmation et aussi du règlement. Donc, une des premières orientations qui peut être prise en compte et inscrite au sein de PADD est de prévoir le développement urbain en dehors des zones à la qualité de l'air dégradée. Ce qui se traduit dans les EAP par le fait de cibler des secteurs sur les zones non sensibles à la qualité de l'air. Et donc au niveau du règlement, par une interdiction d'une partie des destinations prévues dans le code de l'urbanisme en fonction des enjeux. Le règlement peut aussi prévoir d'interdire l'implantation d'activités recevant du public sur une zone sensible, donc dans les zones UX. Deuxième orientation qui peut être de limiter l'urbanisation linéaire le long des routes, et ce qui se traduira là aussi par l'identification des secteurs à fort enjeu d'exposition à la pollution atmosphérique. Donc le règlement a la possibilité d'interdire de nouvelles zones à urbaniser en urbanisation linéaire, et lorsque cela n'est pas possible, notamment si on s'intéresse à des villes très denses, d'adopter des formes compactes et non linéaires dans les délimitations graphiques des zones AU. Le règlement peut aussi imposer une délimitation de l'emprise au sol et de la hauteur des constructions. Le troisième point que je voulais présenter ici aussi est le fait d'inscrire la réduction de l'exposition en évitant la création de rues canyons, lorsque cela est possible dans les nouveaux projets d'aménagement. Ce qui se traduira au niveau du règlement par le fait de favoriser des formes compactes et non linéaires dans les zones AU et de délimiter, là encore, l'emprise au sol. Je voulais vous présenter différents exemples qui ont intégré ces différentes orientations au sein de leur PADD ou au sein de leurs OAP. Donc, à titre d'exemple, le PADD de Montpellier fournit des préconisations sur le positionnement de l'urbanisation en éloignement des infrastructures lorsque cela est possible. Et lorsque cela n'est pas possible, donc le PADD préconise de réaliser des dispositifs physiques faisant obstacle à la pollution de l'air le long des voies émettrices. La métropole de Nantes a aussi fait un effort remarquable sur l'intégration de la qualité de l'air au sein de son EAP climat air énergie en intégrant la circulation des vents dans la conception des quartiers. Donc plus précisément en intégrant la conception architecturale et urbaine à l'échelle des quartiers et en préconisant l'intégration de la circulation des vents, notamment des vents dominants, donc qui sont les vents d'ouest pour la métropole de Nantes, afin d'organiser les constructions pour favoriser la dispersion des polluants. La métropole de Grenoble-Alpes a repris les différents éléments du tableau précédent
donc, dans son OAP qualité de l'air, donc une OAP qualité de l'air dédiée, donc qui promeut le fait d'éviter la création de rue canyon, de configurer l'unité foncière donc, en favorisant l'implantation de projets en retrait des constructions par rapport à la voie, et un focus particulier sur les établissements sensibles, donc en incitant à leur éloignement le plus possible de la source de polluants au sein des opérations d'ensemble et de nouvelles constructions. Le dernier point sur lequel je voulais attirer votre attention est le fait d'orienter le développement de la nature en ville au sein du PADD. Donc, ce qui se traduit par le fait de prévoir des orientations pour maintenir des espaces végétalisés et de cibler dans les plans d'aménagement donc des espaces verts. Donc, c'est des éléments qui peuvent être repris dans les OAP et qui vont se traduire au niveau du règlement par les faits de prévoir des règles de proportion d'espaces végétalisés, donc qui correspond à un article du Code de l'urbanisme. Donc ces règles qui peuvent prévaloir au sein des zones urbanisées ou à urbaniser, mais aussi de délimiter des terrains pour la création d'emplacements réservés aux espaces verts, et donc notamment agir sur la trame verte et bleue. Et des dispositifs au sein du règlement peuvent être prescrits, peuvent être intégrés donc sur la végétalisation des toits et sur la végétalisation des espaces commerciaux, avec l'introduction de rapports de proportion d'espaces végétalisés. Donc à travers ces exemples, je voulais vous présenter comment les collectivités peuvent intégrer la qualité de l'air au sein des différents documents composant les PLU, PLUI. Je vous remercie. Je suis à l'écoute si vous avez des questions. Merci Marie, et merci Jean-Loup pour la présentation plutôt des outils de planification qui peuvent être mobilisés par les territoires. Alors nous avons pas mal de questions, mais je voudrais qu'on garde le temps en tête. Peut-être une première question qui fait quand même référence à notre document de planification, qui est le plan national santé-environnement 4, donc qui couvre la période 2021-2025. La question c'est est-ce qu'il y a des mesures concrètes dans ce plan qui sont applicables en Île-de-France? Alors je ne sais pas si parmi les différents intervenants, il y a peut-être différentes personnes qui ont des éléments de réponse sur le PNSE 4. Simplement un mot, Alban Narbonne, Ecopolis. Les PNSE vont se retrouver traduits en fait au niveau régional, donc c'est plutôt peut-être le PRSE 3 là qui est encore en cours, dans lequel il faut aller chercher cela, à savoir que ce PRSE 3 arrive à son terme, que on est actuellement dans une phase de réflexion et de construction du futur PRSE 4, donc certainement qu'il y aura peut-être aussi des nouveaux éléments là-dessus, mais en tout cas voilà, les PNSE sont transcrits au niveau régional et c'est peut-être aussi là qu'il faut aller chercher au cas par cas des infos un peu plus précises. Merci. Une question peut-être plus pour soit Airparif, soit Jean-Loup Caruana, la France est pointée du doigt pour être mauvais élève en termes pour ses niveaux élevés en particules, mais comment se situe-t-elle par rapport aux autres pays européens? Est-on de manière relative également un mauvais élève? Ou est-ce une situation généralisée? Je peux répondre en effet sur ce point-là. Je laisserai Airparif éventuellement compléter. En fait, on est mauvais élèves en effet, mais on n'est pas les seuls. Selon alors sur les particules, aussi bien que sur le NO2, il y a plusieurs autres États membres qui sont concernés par des procédures qui sont soit précontentieuses, soit contentieuses, comme la France. Pour la France, actuellement, on est en difficulté majeure vis-à-vis des dépassements liés au NO2, puisqu'on arrive vraiment au terme de la procédure contentieuse, c'est-à-dire que il y a de fortes chances que la Commission européenne saisisse pour la deuxième fois la Cour de justice en demandant cette fois des sanctions financières qui peuvent être assez lourdes. Donc on craint cela cette année en tout cas. Et sur les PM10, la situation est un petit peu meilleure étant donné qu'on en est seulement à la première saisine de la Cour de justice de l'Union.
et que par ailleurs, on est à des meilleurs niveaux en termes de particules fines qu'en termes de NO2 à moyen terme. Ceci dit, si les valeurs réglementaires baissent pour les particules, on va se retrouver à nouveau dans des situations difficiles de non-respect des valeurs réglementaires qui pourraient elles-mêmes encore mener à d'autres contentieux dans l'avenir. Donc, on n'est pas au bout de nos peines vis-à-vis de ça. Et si on veut citer d'autres États membres qui sont dans des situations un peu similaires, on a aussi bien le Royaume-Uni que l'Allemagne, que l'Italie, l'Espagne, ou des pays de l'Est aussi, la Bulgarie, la Pologne, qui sont dans des dépassements depuis longtemps et qui sont dans les procédures contentieuses comme la France. Du coup, je vous propose, voilà, on a eu un point sur les outils qui peuvent être vecteurs pour porter cette question de comment réduire l'exposition des populations. À présent, nous allons avoir une intervention de Raphaël Kunko-Arnaud sur où agir en priorité. L'idée étant que voilà, les collectivités doivent intégrer un nombre d'enjeux importants sur leur territoire. Donc, quel territoire cibler en priorité? Donc, Raphaël a réalisé une mission spécifiquement sur ces enjeux d'exposition à la pollution atmosphérique et aux formes urbaines au sein de la DREAT depuis plusieurs mois. Raphaël, je te passe la parole. Merci Anastasia, bonjour à toutes et tous. Donc, je vais vous présenter effectivement un petit peu avant de pouvoir agir, il faut savoir où agir. Et donc, pour cela, en fait, on va déjà s'intéresser à la notion de risque, puisque le risque en matière de pollution de l'air, il va, d'une manière générale, il va être à la rencontre entre un enjeu, un aléa, pardon, qui là va être la pollution de l'air, et un enjeu avec des populations qui peuvent être touchées ou des secteurs particuliers. Et donc, c'est ce qu'on va s'attacher à regarder ici, avec tout d'abord l'aléa. On a dit que c'était la pollution de l'air. Donc là, on reprend l'information présentée tout à l'heure par Madame Kaufmann d'Airparif, avec les cartes multipolluants. Et donc, à la vue de ces cartes, on comprend qu'il faut agir en priorité dans les zones sur lesquelles on a un dépassement avéré des seuils réglementaires. Donc les classes orange, rouge et marron, les classes 3, 4 et 5 de ces cartes multipolluants. Et donc on va croiser cette information avec un enjeu qui là va être l'enjeu lié au projet d'aménagement, puisqu'on va s'intéresser à l'exposition des populations dans les zones en cours d'aménagement. Et donc là, on a réalisé un travail qui reprend la carte multipolluant en fond, même si les couleurs ont été modifiées là, en dégradé de rose, mais ce sont les mêmes informations. Là, vous avez le quart nord-est de Paris et le début de la petite couronne. Et donc, on a croisé ces informations de pollution avec les informations sur les ZAC, les zones d'aménagement concerté, qui sont en cours sur ces zones, du coup, pour voir déjà sur quel type de projet, enfin sur quel projet il est important de s'intéresser particulièrement à la qualité de l'air. Et donc, ça, voilà, ça nous permet d'identifier tout de suite les projets à enjeu au titre de la qualité de l'air. On réalise le même travail avec les projets d'aménagement qui sont hors ZAC, pour avoir une vision globale et pouvoir ensuite agir sur ces différents projets. Donc là, quelques chiffres juste pour avoir un ordre d'idée. Donc sur les différentes ZAC que je viens de présenter, donc à l'échelle de l'Île-de-France, on a entre 2 et 4% des surfaces de ces ZAC qui sont sur des classes 3, 4, 5, donc du coup avec dépassement des seuils réglementaires. Et si on regarde à l'échelle de Paris et de la petite couronne, on a 20% des ZAC qui sont actuellement en cours, qui sont en zone prioritaire, vraiment avec un fort dépassement de ces seuils réglementaires de pollution. Donc voilà, ça nous permet déjà de cibler sur ces éléments nos zones d'action. Ensuite, pour aller un petit peu plus loin, on voit, c'est assez clair sur la carte produite par Airparif, mais on peut le vérifier en regardant
les cartes qui présentent le trafic routier, on voit que ces zones de dépassement, elles sont principalement liées aux grands axes routiers. Et donc, on sait qu'il faut également, en plus d'agir dans ces zones à enjeu, on sait qu'il faut également s'intéresser particulièrement aux grands axes routiers et donc avoir sans doute une vigilance particulière sur le long de ces axes lorsqu'on réalise un projet d'aménagement. Donc, pour résumer un petit peu, donc on a travaillé donc j'ai travaillé pour identifier ces différents secteurs à enjeu sur lesquels on va avoir une vigilance accrue, donc à la fois issue de la carte multipolluant d'Air Paris et à proximité des axes routiers, donc dans ce qu'on va appeler la zone d'influence des axes routiers, dont on donne un ordre de grandeur ici en fonction du trafic qui se passe sur ces routes, sachant que là c'est un ordre de grandeur qui peut être qui peut être modulé en fonction du type d'axe et en fonction des conditions extérieures, mais voilà, sur lesquelles voilà, il est important également d'être vigilant. Et donc sur ces zones à enjeu, qu'est-il important de faire? Tout d'abord de modéliser la qualité de l'air de manière fine, pour connaître les conditions spécifiques du site que l'on va aménager ou qui est en cours d'aménagement, mais également modéliser pour ensuite tester l'efficacité des options envisagées. On y reviendra un petit peu plus tard au cours de la matinée. Une fois qu'on a modélisé la qualité de l'air sur ces sites, on va, pour mieux protéger les populations qui habitent ou qui seront amenées à vivre dans ces zones, on va décliner la séquence ERC, la séquence éviter, réduire, compenser, sur laquelle on reviendra également. Donc, soit en évitant les constructions, soit en démontrant que les concentrations en polluants sur ces zones à enjeu sont équivalentes au niveau de pollution de fond, et du coup, là, on ne pourra pas avoir d'action simple de limitation de l'exposition des populations, et sinon, mettre en place des mesures de réduction, des mesures spécifiques pour réduire l'exposition de ces populations sur ces zones à enjeu. Ce qu'on détaillera également par la suite au cours de la matinée. Quelques exemples de prise en compte, d'intégration de ces zones que j'ai appelées zones tampons. On a déjà cité un certain nombre d'exemples de ces collectivités. Donc là, à Grenoble, qui a intégré la carte stratégique air et donc 2 secteurs de surexposition, et donc du coup qui a intégré cette information dans son PLU, et donc qui a du coup décliné un certain nombre de mesures sur ces zones. Donc là, en partant des cartes stratégiques air. Un autre exemple sur la métropole de Rennes, qui là s'est intéressé plus aux zones d'influence des axes routiers, et qui a déterminé une certaine distance le long de certaines voies, dans lesquelles également un certain nombre de mesures vont être mises en place pour protéger les populations. Et enfin, la ville de Strasbourg, qui va sans doute détailler tout ça beaucoup mieux que moi, qui a un petit peu synthétisé les 2 types d'informations, à la fois issues de la carte stratégique air et à la fois issues garder une information sur la distance à proximité des axes routiers, et qui permet de décliner un certain nombre de mesures par la suite. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Raphaël. Je pense que ça fait une très belle transition avec le témoignage de l'Eurométropole de Strasbourg. Donc nous avons le plaisir ce matin d'avoir parmi nous Guillaume Simon, chef du service aménagement du territoire et projet urbain de l'Eurométropole de Strasbourg, et du coup qui va revenir sur l'exemple plusieurs fois cité déjà ce matin de l'intégration des enjeux de la qualité de l'air dans la modification du PLUI de la collectivité. Je vous passe la parole. Allô? Oui, là c'est bon, on vous entend. On vous entend. Très bien, merci. Écoutez, je vais tenter de partager ma présentation, mais pour le moment, je n'y arrive pas. Je ne sais pas pourquoi. Oui, désolé pour ça. Parfait.
pour les manipulations. Donc je vais vous présenter finalement un exemple d'une démarche pour intégrer cet enjeu de l'air dans un plan local d'urbanisme, en l'occurrence celui de l'Eurométropole de Strasbourg. Je voudrais juste préciser que c'est bien un complément à notre plan local d'urbanisme élaboré et approuvé en 2017, puisque c'est quelque chose, c'est un ensemble de règles et un raisonnement qui a été intégré par modification du PLU de l'Eurométropole et qui du coup capitalise sur des éléments de connaissance, notamment le plan de prévention atmosphère qui était déjà présent, des éléments de stratégie, notamment quant au déplacement qui était intégré dans notre plan de déplacement urbain et qui fait partie du plan local d'urbanisme de Strasbourg depuis enfin de l'Eurométropole depuis son approbation. Alors, qu'est-ce qui nous a poussé à agir ou qu'est-ce qui a poussé nos élus à investir particulièrement le champ de l'air? Climat-énergie, parce que effectivement la modification 3, là je vais vous parler du volet air, mais elle comporte un volet climat-énergie qui est relativement important et qu'on a essayé de concevoir comme un tout. Néanmoins, sur l'air, il faut voir que dès 2018, notre vice-présidente en charge, à l'époque, demande, au nom de la santé publique, au nom aussi du contentieux européen qui pèse sur la menace du contentieux européen qui pèse sur le territoire, que le PLU, poussé aussi par le plan climat, air, énergie et le schéma directeur des énergies de l'Eurométropole se mettent à niveau. Et il y a une discussion quand même, juste pour vous en rendre compte, pour dire mais jusqu'où doit aller cette mise à niveau, sachant que les urbanistes métier duquel je fais partie, n'ont pas l'habitude ou ne sont pas rompus à la manipulation de réglementer les volets air, climat, énergie. Donc jusqu'où voulez-vous aller? Et là, la réponse est de nous dire au niveau politique, mais voilà, regardez le tableau dans l'encadré vert, regardez les ambitions que nous sommes fixées en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, en matière d'énergie renouvelable, en matière de consommation d'énergie, en matière de santé publique. Rappelez-vous qu'on peut gagner jusqu'à 6 mois d'espérance de vie pour la population si nous arrivions à faire un pas significatif sur cette qualité de l'air. Vous n'avez pas le choix, vous devez être contraignant. Et contraignant sur les 3 volets, donc là encore une fois, je ne détaillerai pas climat-énergie, mais on nous demande finalement à ce moment-là d'investir les capacités réglementaires classiques en conformité que sont le règlement et le zonage, mais on nous demande également de travailler un petit peu nos cahiers de charges, si je peux dire ça comme ça, nos fameuses orientations d'aménagement et de programmation, ces fameuses OAP qui vous ont été présentées, en disant il faut que vous alliez chercher les aménageurs et il faut que vous alliez chercher les promoteurs, les deux métiers. Donc de cela, on tire une volonté de réglementer aux 2 échelles, les opérations d'aménagement d'ensemble et les constructions au cas par cas. Voilà, donc et de la volonté évidemment d'être relativement prescripteur. Sur l'état des lieux au moment où on part, donc il y a 2 ans, on est sur un bilan qu'on estime contrasté. Et c'est pas, j'en profite pour le dire, que ce bilan, ce n'est pas les urbanistes qui l'ont établi, c'est bien un groupe de travail transversal qu'on a créé avec l'agence d'urbanisme, avec Atmo Grand Est, avec l'ADEME, avec les collègues de l'État et notamment de l'ADREAL et de l'ARS. C'est toutes ces forces-là finalement qui viennent éclairer un petit peu la discussion et rappeler que oui, certes, nous avons des indicateurs qui ont progressé, mais que nous stagnons. Nous n'arrivons pas à dépasser ou à nous aligner sur les seuils de l'OMS. Nous avons des pics de pollution particulièrement intenses sur les 3 grandes familles de polluants, là, ou les trois éléments qui ont été présentés précédemment, les PM2,5, les PM10 et l'ozone. Et donc, on prend assez vite, autour de ces éléments de diagnostic, la décision de concentrer une partie de notre raisonnement, ou une partie significative de notre raisonnement autour des axes routiers. Alors, première chose qu'on décide de faire, c'est puisqu'on nous dit soyez un petit peu prescripteurs à l'attention des aménageurs et des promoteurs, à essayer
que ces enjeux-là soient pris à la source du développement des projets d'aménagement, on essaye de s'adresser à eux à travers une orientation d'aménagement et de programmation qui décrit un petit peu le raisonnement sur l'effet, comment dire, mauvais effet quoi, de ces rues canyons, et la possibilité de raisonner différemment les volumétries, la morphologie urbaine. Donc c'est toute la discussion qu'on vient encadrer sur, bah oui, il faut construire avec des fronts bâtis relativement perméables. Oui, il faut varier les hauteurs et les rythmes dans les façades, parce que c'est pas seulement un apport esthétique, c'est évidemment un gage de circulation de l'air. Oui, il faut réfléchir les orientations et les grands fondamentaux d'implantation de nos bâtiments. On a également là, dans cette partie-là de discussion des préconisations sur les reculs et surtout la façon dont on doit traiter l'espace ainsi gagné, notamment par un apport végétal, une transition végétale. Et là-dessus, sans entrer dans les détails, on est appuyé sur une orientation d'aménagement trame verte et bleue qui est relativement étoffée dans notre PLU. Ensuite, ce qu'on va faire au niveau réglementaire strict, zonage et règlement graphique, c'est de nous appuyer sur ces fameuses cartes de stratégie stratégiques de la qualité de l'air. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va les combiner, cette information-là, avec une vision qu'on porte au nom de notre plan de déplacement urbain sur la hiérarchisation de notre réseau de déplacement. Pourquoi on fait ça? On pense que effectivement le lien doit être fait entre comment dire ça, l'approche un peu stratégique de comment on agit sur nos parts modales, piétons, voitures, transports en commun, et la qualité de l'air, à cause notamment de l'impact des véhicules sur cette qualité de l'air. Et donc on arrive à dessiner comme ça une cartographie de synthèse qui fait deux choses. Elle donne un noyau dur en rouge où les populations sont possiblement exposées à des dépassements de seuil réglementaires. Et là-dedans, on va aller réglementer effectivement les établissements accueillant des populations sensibles pour les interdire strictement. De la même manière, on va aller se concentrer sur tout ce qui est sport, loisirs, aires de jeu, quelle que soit leur importance d'ailleurs, et c'est pas toujours bien compris, hein. On a énormément de collectifs qui se sont montés pour sauvegarder un petit terrain de basket ou un petit lieu de jeu, en dépit des enjeux de santé publique. Donc c'est pas forcément toujours très bien compris, mais néanmoins c'est ce que nous avons choisi de faire. Et deuxième élément donc de ce zonage, c'est d'établir une zone tampon, une zone d'éloignement, on va dire, ou de prescription. Et dans cette zone donc c'est la zone bleue hein, sur ma cartographie, là on va définir des conditions d'implantation éventuellement des établissements les plus sensibles ou des aires de jeu, c'est-à-dire des reculs, la façon dont sont gérées les prises d'air. On va aussi aller préconiser des normes constructives un petit peu différentes de ce qu'on a l'habitude de traiter dans notre PLU, avec notamment la gestion des prolongements extérieurs qu'on doit pouvoir fermer, la performance aussi des prises d'air et des systèmes de ventilation qui sont du coup réglementés dans le règlement, corpus réglementaire le plus dur de notre PLU. On fait évidemment tout cela en lien avec une vision quand même globale, même sans détailler tout notre dispositif sur les volets climat et énergie. Je voulais quand même rappeler qu'on est quand même très conscient un petit peu par toute la phase de diagnostic et de partage avec tous les acteurs qui nous ont aidés sur ce travail-là. On est très conscient du fait d'être dans une cuvette, d'être exposé à des phénomènes climatiques particuliers, et du coup on adosse ce raisonnement sur l'air à un certain nombre de prescriptions qui vont sur la végétalisation de nos espaces publics, sur l'infiltration des eaux de pluie, sur la façon aussi de concevoir les bâtiments et l'utilisation de
de leur toiture, avec la généralisation des toitures biosolaires, avec un certain nombre de préconisations réglementaires sur la façon de gérer le facteur solaire dans les constructions qu'on admet sur notre territoire, des préconisations également sur l'organisation des logements et leur orientation. Donc on rentre finalement au nom de cet enjeu qualité de l'air et climat, jusqu'à préconiser, ce qui est un peu une limite habituellement de l'exercice PLU, jusqu'à des préconisations sur l'organisation interne des logements, au nom de ces enjeux. Alors je voudrais vous dire que ce sont des règles contraignantes, que ce sont des règles qu'il faut élaborer de façon très collégiale avec le maximum d'acteurs compétents, que ça ne peut pas être fabriqué et porté par un seul métier. Je voudrais également vous dire qu'il est fondamental, dès qu'on se lance dans ce genre d'aventure, d'inclure, peu importe comment ça s'appelle, mais à Strasbourg, ça s'appelle la police du bâtiment, c'est-à-dire les gens qui instruisent les autorisations. Il faut les inclure dans le processus, les former, leur donner des clés de lecture là-dessus, et organiser la prise de consultation au sein des différents services de l'Eurométropole. Dans notre cas, on a différents services qui viennent apporter des éclairages à la police du bâtiment lorsqu'elle se saisit de ces orientations pour instruire un permis. Donc ça, c'est fondamental, c'est de penser ça en système, c'est de l'organiser dès le départ du projet, c'est d'accompagner aussi juridiquement les choses. Et ce que nous, on a beaucoup utilisé pour pouvoir le faire et pour pouvoir le défendre, c'est quelque chose qui s'appelle à Strasbourg le pacte. C'est un réseau d'acteurs, en fait. C'est le réseau des acteurs de l'aménagement sur Strasbourg. Ça regroupe des promoteurs, ça regroupe des aménageurs, ça regroupe des techniciens de différentes instances publiques, ça regroupe des bureaux d'études. Et nous avons discuté avec eux de toutes ces mesures réglementaires pour voir leur calibrage, pour notamment les seuils, lorsqu'on en a fixé, c'est beaucoup sur l'approche pour le coût énergie, mais néanmoins, pour voir aussi dans quelle mesure ça faisait écho, toutes ces choses-là, à leur feuille de calcul, leur process, lorsqu'ils sont dans la phase vraiment technique de leur projet d'aménagement. Et c'est à ce moyen-là, finalement, que grâce à ces moyens-là, que finalement notre dispositif, je pense, est cohérent dans la mesure où il est compris par l'extérieur, réglementé, c'est vrai, et donc clair, je pense, et où on a une solidarité technique qui va jusqu'à l'instruction des autorisations de construire. Donc voilà un petit peu, très rapidement résumé comment on a fonctionné. Et ce en quoi nous avons été réglementaires dans notre plan local d'urbanisme à l'Eurométropole de Strasbourg. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Simon, pour ce témoignage très intéressant. Nous avons quelques questions. Alors, vous nous avez bien mis en avant qu'il y avait des synergies possibles entre différents enjeux. Vous avez parlé de synergie, voilà, et de penser un peu globalement l'articulation de la prise en compte de la qualité de l'air, climat, énergie, etc. Nous avons une question qui parle plutôt d'antagonisme possible avec la fermeture des zones d'activité, notamment sportives. Est-ce que vous pensez que le gain de bonne santé est compensé par rapport à la réduction de l'exposition à la pollution atmosphérique, notamment pour les enfants et adolescents qui peuvent ne pas avoir accès à des infrastructures alternatives? Et comment a été abordée du coup cette question-là? Parce que j'imagine que cette question s'est peut-être posée. En fait, ce qui s'est passé, c'est que chaque fois qu'on a identifié un lieu qui allait être transformé du coup au nom de cette précaution, nous avons recréé et veillé à recréer au moins l'équivalent de l'offre sportive ou récréative qui était présente, mais un petit peu plus loin. Et du coup, on a renforcé des polarités sportives qui existaient déjà. Ou alors on en a créé de nouvelles dans le cadre d'opérations d'aménagement. Et ça a été une discussion sur les équipements des opérations d'aménagement dès le départ, ou alors quand on n'a pas pu le faire dès le départ, eh bien,
on s'est adressé à nos collègues de la SPL ou des différents aménageurs pour qu'ils intègrent désormais ou qu'ils voient comment ils peuvent récupérer cette problématique-là. C'est comme ça qu'on a procédé en fait. On a identifié des endroits et on les a recréés. Mais on n'a jamais supprimé sèchement une possibilité. Merci. Peut-être encore une question, mais effectivement, elle retourne. Nous avons une question aussi par rapport à la définition de la zone tampon. Vous l'avez évoqué un peu plus tôt, mais est-ce que vous pouvez nous donner quelques précisions complémentaires sur comment elles ont été définies? Elles ont été définies principalement par rapport à des distances des marges de sécurité. Alors moi, je suis pas, enfin je dis de sécurité, peut-être c'est pas le bon terme, mais disons des principes d'éloignement par rapport à l'axe des voiries circulées et par rapport à leur importance. Et là encore, moi, je ne suis pas un spécialiste de la santé publique, donc nous nous sommes fait conseiller et entourer, et c'est le résultat. Vous voyez que ces zones tampons, elles varient en fonction de l'intensité du trafic qui est sur les voies. Le résultat ou le calibrage de ces distances de marge de recul, c'est le résultat d'un travail collectif, d'un aller-retour entre des gens dont c'est le métier, nos discuter de santé, dont c'est le métier de modéliser la qualité de l'air, et des urbanistes aussi, parce que il faut pas... un des risques aussi de ce genre d'approche, c'est que finalement, le métier extrêmement technique de la santé ou de la modélisation ou extrêmement scientifique, elles finissent par l'emporter sur la discussion du PLU, qui est aussi une discussion sociétale et sociale. Et les urbanistes ont eu plutôt un rôle là de modérateur dans la discussion, pour rappeler par exemple que bah oui, qu'il fallait peut-être faire attention aussi à l'impact sur les prix des logements, sur les effets induits sur l'angoisse qu'on pouvait générer par rapport au fait d'habiter à tel ou tel endroit, et du coup des phénomènes d'impact sur des populations plus fragiles. Enfin, toutes ces sortes de choses ont été portées du coup dans cette discussion-là plutôt par les spécialistes de l'urbanisme. Donc il y a aussi cette discussion-là. C'est pas uniquement dans notre travail une discussion de modélisation et de compréhension d'enjeux techniques ou de santé, mais c'est aussi d'avoir une réflexion sur comment on l'intègre dans une discussion d'aménagement du territoire qui comporte un volet économique, social. Donc on a fait tout ça. En tout cas, on a essayé. Un peu dans la poursuite de cette idée, et avec plus peut-être des points durs, avez-vous eu des contentieux, recours sur le PLUI à cause de ces dispositions? Si oui, dans quelle mesure? Et comment avez-vous répondu à cette problématique? Pour le moment, on n'en a pas eu. Pour le moment, on n'en a pas. Après, on en aura sans doute. Hein. Moi, je pense qu'on en aura sans doute. Alors, je ne sais pas si on les aura au niveau des autorisations de construire ou d'aménager ou sur le PLU lui-même. C'est peut-être un peu tôt pour le dire, mais nous, on s'attend à ce qu'on en ait. Par contre, ce qu'on a fait, et je le redis, nous, on a vraiment essayé d'aller au-devant des bureaux d'études, au-devant des aménageurs, des promoteurs, pour expliquer notre démarche, pour la faire anticiper. On a aussi géré la transition entre le moment où la modification est devenue finalement relativement solide et présentable, explicable, et le moment où elle est devenue applicable. On a délivré des CU lorsque les projets étaient suffisamment avancés pour les couvrir et quelque part gérer la transition entre l'ancienne règle et la nouvelle. Donc je pense qu'on a fait un travail finalement d'accompagnement qui explique peut-être que pour le moment, nous n'avons pas encore de contentieux. On a des critiques. Alors ça oui, on en a plein. On a des demandes d'accompagnement sur des projets. On a des craintes de la police du bâtiment. On a toutes ces sortes de choses, mais nous n'avons pas de contentieux. Pas encore. Merci beaucoup.